Romain Dobré est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, est-ce qu'on a sous nos yeux peut-être le début d'une capitulation de marché? On sait que dans ces phases de stress, il faut attendre ce moment de capitulation peut-être pour que les choses soient un peu plus saines et que les investisseurs puissent revenir graduellement, progressivement sur les marchés. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ou est-ce qu'on n'y est pas encore, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Je le souhaite, j'en sais rien. C'est toujours difficile à évaluer. Non, ce qu'on peut dire, c'est que graphiquement, on approche de niveaux cibles techniques intéressantes. Cibles, c'est-à-dire des cibles graphiques, des figures de retournement baissières qui ont été déclenchées sur les différents indices. Je vais y revenir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a 3 sources de stress majeures qui ont déclenché cette baisse. Il y a évidemment le virus, on en parle beaucoup. Il y a eu l'accident est-ce que c'est un accident d'ailleurs le PMI de vendredi dernier qui est sorti en zone de contraction aux États-Unis. Et puis il y a aussi la montée, on en parle moins en Europe, de Bernie Sanders qui est quand même une source de doute pour les marchés et donc qui pèse aussi. Donc c'est cette triple source de stress qui fait baisser le marché. Alors c'est ça qu'il va falloir surveiller dans les heures à venir, dans les jours à venir. Pour ce qui est de Bernie Sanders, il y a le Super Tuesday le 3 mars, donc ça va être un moment clé charnière du marché. Ça on pourra le voir. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le marché est particulièrement technique. On constate, hasard du calendrier ou pas, que le premier mouvement de baisse et le déclenchement de la baisse avec le coronavirus avait eu lieu juste après l'échéance des marchés dérivés du 17 janvier dernier. Rebond entre-temps et deuxième accélération baissière après le 21 février, l'échéance des marchés dérivés du février. Donc un marché qui était hyper technique. Alors, on n'a pas un mouvement de baisse qui est le même que celui qu'on a connu il y a un mois de ça, puisque le mouvement est beaucoup plus lourd, les niveaux techniques sont plus importants, ceux qui ont été enfoncés sont plus importants, les volumes sont plus lourds aussi, l'ampleur du mouvement est plus importante. Donc on n'aura probablement pas, et ça c'est la première chose, un rebond instantané aussi rapide que celui qu'on a connu qui s'est fait en quasiment 48 ou 72 heures après le premier mouvement de baisse de janvier. En revanche, ce qu'on a, c'est ce qu'on peut identifier sur les cibles graphiques. Alors sur l'indice parisien, en cassant le niveau de 5775, 5790, on a déclenché une figure de retournement baissière. Donc évidemment la tendance est baissière à court terme et dont la cible est 5426 points et demi. On en était pas loin tout à l'heure. Voilà, donc ça pourrait être une cible. Ça ne veut pas dire quand on touche la cible d'un mouvement baissier qu'on se positionne à l'achat systématiquement. C'est une cible, c'est un objectif à partir duquel le niveau peut réagir, peut décider d'arrêter de baisser. Sur le Dow Jones, c'est 25 940 points. Sur le S&P, c'est 3023 points. Les cibles de ces mouvements. Voilà, donc ça permet d'avoir des repères techniques et de se dire que sur ces niveaux-là, on peut observer ou pas des diminutions de pression baissière. Ce qu'on constate du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés, c'est qu'il y a eu 40 000 contrats ouverts dans la baisse, dans le mouvement de baisse qu'on connaît là. Donc c'est beaucoup au cours des derniers mois. Le plus gros mouvement de hausse de contrats futurs dans un mouvement de hausse, c'était 14 à 15 000 contrats. Donc vous voyez que là, les vendeurs ont vraiment la main. Il y a une tentative de rebond avant-hier hier, mais sur un rachat de position vendeuse avant-hier, donc une diminution de la pression baissière il y a 2 jours. Ça s'est pas confirmé du tout, on l'a revu et les vendeurs ont repris la main en fin de séance hier. La position ouverte reste équivalente, toujours 40 000 contrats ouverts. Il n'y a pas de diminution de la pression baissière. D'après ce que je vois aujourd'hui, avec plus de 135 000 contrats futurs traités et le niveau de baisse du marché, les vendeurs ont toujours la main, ils n'ont pas capitulé pour l'instant. Donc on n'est pas dans un mouvement à anticiper un mouvement de reprise, on est en train d'observer des mouvements et des niveaux. Alors donc la cible 5426,5 sur l'indice parisien. Le support important c'est 5380. Et le niveau pour moi à ne pas rompre au risque de casser la dynamique haussière de moyen terme. On est d'accord, à court terme, on est bien sûr dans tendance baissière. Moyen terme, on n'est pas encore tout à fait. Ce serait sous 5300 points, 5284, 5300 points. Là, on passerait en tendance baissière de moyen terme. On romprait toute la dynamique haussière qui a été mise en place depuis cet été. Alors, le sens haussier est ébranlé, bien entendu. Le marché a rebondi cet été sur la zone de 5250 points environ. C'est un niveau à partir duquel on espérait rentrer sur les marchés. Vous vous souvenez, il y avait un gros consensus au mois d'août. Tout le monde attendait un retour vers 5250 points pour se repositionner à l'achat. Donc la zone 5250-5400 points est une zone qui était intéressante pour les investisseurs il y a quelques mois. Donc ça, c'est au chapitre des bonnes nouvelles. On arrive pas loin de niveaux qui intéressaient les investisseurs il y a quelques mois. Alors, si les 3 éléments que je vous donnais arrivent à être canalisés, à être un peu circonscrit et que les choses se dégagent un peu, on pourrait rebondir sur ces niveaux-là. Maintenant, pour l'envisager, on attend que la pression baissière diminue, on essaie de voir si des figures de retournement haussière se mettent en place et ensuite on peut éventuellement envisager un rebond. Pour l'instant, c'est toujours la baisse avec les cibles que je vous donnais là. Alors, ce qui est important aussi de remarquer, c'est que sur le long terme, et là vous l'évoquiez tout à l'heure, on évolue à Paris au sein d'un canal haussier de
de long terme en place depuis 2009, dont la borne haute nous a fait sur laquelle on a buté sur la borne haute de ce canal haussier aux alentours des 6100 points, 6110 points. On a essayé de la franchir par 3 fois sans succès. C'est là où on a baissé. Les indices américains avaient réussi à la franchir largement et avaient réussi à accélérer au-dessus de ces niveaux-là, pas nous. Ça signifie que la borne basse de ce canal haussier, c'est 4950 points. Donc avant de retourner le marché à la baisse sur le long terme, on en est encore loin, très loin, et c'est pas des scénarios qu'on envisage dans l'immédiat, compte tenu du contexte. Donc des opportunités probablement, on va regarder comment se comporte le marché. Ce qu'on constate aussi, c'est que les marchés prolongent les mouvements en ce moment. Ils ont des comportements comme cela, et donc le mouvement de baisse là est lourd avec du volume et il se prolonge. Il y a quasiment pas d'arrêt dans cette baisse. C'est ce qu'on avait connu dans le sens inverse entre le 4 octobre et le 19 novembre dernier, où souvenez-vous, il y avait eu 10% de hausse d'affilée sur l'indice parisien sans un mouvement de retracement. Donc il y a comme ça des marchés assez excessifs qui sont plus dont les tendances sont plus affirmée, plus longue, et avec quasiment pas de mouvement de repli aussi. Donc je pense qu'il faut s'habituer à ça dans les marchés aussi maintenant et travailler avec ces éléments-là. Donc si le mouvement de 10,5 ou 11% de baisse qui a lieu actuellement est un mouvement important et impressionnant, il faut le prendre avec un certain recul. On se souvient qu'on avait perdu 5% en janvier et repris 5% dans les 72 heures qui suivaient. Donc on a un marché qui est plus tendu, plus élastique, même si effectivement cette fois-ci le volume est beaucoup plus lourd. Au chapitre des bonnes nouvelles aussi, si on peut dire, il y a quand même beaucoup de protection toujours dans les portefeuilles. Alors, je vous avoue qu'avec ce niveau de couverture-là, je m'attendais pas à une baisse de 10%, mais on était couvert entre 5600 et 6000 points, largement, avec des protections dans les portefeuilles. Là, c'est encore plus le cas, évidemment. Et en plus, on a échappé au pire, puisqu'il y avait plus de couverture sous 5600 points, et le fait que l'alerte se soit mise en place relativement progressivement a permis aux investisseurs d'aller chercher de la couverture plus bas et de se protéger plus bas. Donc, ils sont toujours couverts, prévenus. C'est ça aussi qui fait que le marché baisse, avec des mouvements des amplitudes qui sont importantes, mais de façon relativement canalisée. On n'a pas des mouvements de baisse de 10% à l'ouverture comme au moment du Brexit, souvenez-vous par exemple. Ouais, effectivement. Donc, il y a quand même si c'est un mouvement baissier, même s'il va falloir reconstruire, il y a encore, oui, à moyen long terme, effectivement, on est encore dans quelque chose qui peut nous permettre de revenir, pourquoi pas, sur des sommets. Hein. Vous nous avez donné les cibles. Restez avec nous, Romain. Mais juste un commentaire aussi sur l'euro-dollar, alors qui reste pour l'instant un mystère depuis une semaine qu'on essaye d'élucider. Aurélien Othon est à mes côtés en plateau, je le rappelle, hein, gérant senior chez Swiss Life, banque privée. Il y a une semaine, Aurélien, l'euro-dollar était à la cave, le dollar servait de valeur refuge, on était à moins de 1,08, on se retrouve quasiment à 1,10. Renversement total là, de la situation sur l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on peut avancer comme type d'explication? Alors que le dollar semble être une devise refuge justement dans un moment de stress de marché. Je pense que ça le reste. Après, la lecture qu'on peut faire, c'est essayer de regarder le différentiel de politique monétaire entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que maintenant les investisseurs s'attendent à 2 baisses de taux aux États-Unis. Donc ça veut dire que l'écart de rémunération entre le dollar et l'euro plaide en tout cas dans les semaines qui viennent plutôt pour un renforcement du dollar. Bon, on suivra ça effectivement. Hein. Le sujet banque centrale là, est en train de revenir en force dans l'esprit des investisseurs. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Malheureusement, si c'est un problème de production, de chaîne de production, que peuvent faire les banques centrales en baissant les taux? C'est pas sûr que ça permette de réparer justement les chaînes de valeur ou les chaînes de production. Sur l'euro-dollar, Romain, évidemment, vos commentaires, votre analyse de la situation. Il y a quand même un mouvement de renversement assez spectaculaire là aussi depuis une semaine. Hein. Ouais, moi j'y vois plutôt des mouvements techniques. Je sais plus quel intervenant chez vous rappelait qu'il y avait plus de 90%, 99% des échanges qui étaient de la spéculation sur l'euro-dollar. Je pense que ça explique une bonne partie des mouvements. Souvenez-vous, on s'est posé la question la semaine dernière à la même heure et on vous disait il y a un niveau technique sur lequel on peut envisager un achat. C'est un niveau technique, il n'y avait pas de figure de retournement, mais c'était effectivement un petit signal autour de 1,0811 avec comme première cible 1,0919 et puis 1,1011 ensuite. Donc on est dans une figure qui était une structure de retournement potentiel à la hausse il y a quelques semaines. Elle a été invalidée et là on retourne s'appuyer sur une ligne de tendance baissière sur laquelle on fonctionne depuis plusieurs années maintenant. On s'est appuyé dessus, donc pour moi c'est plus une réaction technique sur le marché dans l'immédiat avec une spéculation et des allers-retours qui sont donc maintenant identifiés entre 1,0811 et un 10,11 pour l'immédiat.
La reprise de la tendance haussière, pour moi, elle se situe au-dessus de 1,12. Il faudrait vraiment franchir 1,12 et ces niveaux-là pour pouvoir vraiment avoir une tendance haussière plus affirmée, avec dans ce cas-là des cibles plus importantes. Je voulais revenir juste en un mot aussi sur l'éventuel retournement haussier sur l'indice parisien et les niveaux à surveiller. On avait un point très important à 5614 points. Il a pas tenu. On a tenté de s'appuyer dessus hier et de rebondir dessus, puisqu'on a repris plus de 100 points au-dessus, quasiment 100 points au-dessus. On s'est appuyé dessus ce matin pour repartir à la baisse, donc c'était devenu une résistance importante. Si on arrive à préserver ce niveau-là de façon en clôture hebdomadaire, donc d'ici demain soir, ce serait déjà important. Et pour reprendre des couleurs à la hausse, il faudra franchir la zone 5775, 5790. Je l'avais pas précisé, mais ça peut être l'autre scénario avant de continuer à la baisse, évidemment dans l'immédiat. Bon, un mot des refuges qui fonctionne, l'once d'or, encore et toujours, Romain, qui n'est qu'à 1650 $. Enfin, si je peux présenter les choses de cette manière-là, est-ce qu'il y a du potentiel encore beaucoup plus important sur l'once d'or aujourd'hui ? Il y en a toujours, beaucoup plus. Non, souvenez-vous qu'on avait donné comme cible 1692 $ l'once et on a vu 1687, je crois, en futur dans la nuit du dimanche à lundi sur les futurs or. Mais donc il y a toujours un potentiel à l'hausse. Il y a un support bien identifié, 1624 $ l'once, un support de moyen terme. On sait qu'au-dessus de 1595 $ l'once, c'est toujours haussier. On a consolidé après une accélération haussière dans un grand trading range, 1555 595 $ l'once. On a accéléré au-dessus. Là, on a été tester la borne haute et la grosse résistance 1692 $ l'once, mais c'est un actif qui reste, à mon avis, à surpondérer dans les portefeuilles en général et d'autant plus en ce moment. On constate quand même qu'il n'est, comme vous le disiez, que aux alentours de son niveau bas de ce nouveau trading range. Donc il y a effectivement un stress qui est relativement canalisé. Si c'était vraiment la panique, il y aura un retour sur cet actif-là. On constate aussi d'ailleurs que sur les crypto-monnaies qui ressemblaient à un actif refuge, il y avait des accélérations haussières dans les jours précédents. C'est plus le cas. Au contraire, ça c'est même tassé, même si on le considère pas comme un actif refuge. Attention, c'est toujours pas réglementé, etc. Mais ça a quand même servi et été très corrélé aux indices dans les mouvements de baisse qu'on a connus précédemment, notamment il y a 1 an et demi. Du stress, oui, du stress fort, certainement. Est-on au pic de la panique de marché? Peut-être pas, effectivement. L'once d'or progresse, mais assez gentiment, de moins de 1%, alors que les marchés actions sont toujours dans cette idée de purge assez violente. Depuis une semaine, on a maintenant des indices actions en Europe et aux États-Unis qui sont entrés en territoire de correction, une baisse de 10% et un peu plus, même sans doute pour certains indices par rapport au record qui a été marqué la semaine dernière. Les choses vont donc très très vite, ça bouge très vite sur ces marchés. On suit ça évidemment dans l'Intégral Bourse jusqu'à 18h du lundi au vendredi. Merci beaucoup messieurs. Romain Dobré qui était en duplex avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci beaucoup Aurélien de nous avoir accompagnés en studio. Aurélien Othon, gérant senior chez Swiss Life Banque Privée. On marque une pause, direction New York dans un instant pour retrouver Grégory Volokin en duplex. Le président de Mescard Financial Services, baisse de 2% pour l'instant pour les indices américains en début de séance, quand on perd plus de 3,5% à Paris pour un CAC 40 qui se traite désormais sous les 5500 points.